Bonjour à tous, bienvenue dans le Lab Expat numéro 6 sur le thème de l'intelligence artificielle et les juristes d'entreprise à l'international. Comme vous le savez, le Lab Expat, c'est un rendez-vous mensuel pour les juristes d'entreprise exerçant en dehors de France. Ça se veut être un rendez-vous mensuel des juristes pour les juristes d'entreprise. Et donc, c'est notre quatrième déjà, non, troisième rendez-vous mensuel pour l'année 2026. On a changé un petit peu de braquet pour cette édition. D'habitude, on ne fait intervenir que des juristes d'entreprise dans un rôle de juriste d'entreprise à l'étranger pour justement apporter leur perspective et leur expérience sur différentes thématiques. Pour, euh, euh, cette, euh, pour cette édition particulièrement, j'ai un petit peu changé le protocole en ce sens que je vais faire intervenir trois participants qui viennent d'horizons très différents, qui ont tous en commun d'avoir été juristes d'entreprise ou de l'être encore aujourd'hui dans leur expérience, mais qui apportent une perspective différente sur une thématique qui se veut justement très transversale. Donc la première de nos trois participants, c'est Camille Chopin. Camille Chopin est titulaire d'une formation multijuridictionnelle acquise en Angleterre, en France et en Belgique, en droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies. Camille a effectué la majeure partie de sa carrière in-house chez Procter Gamble à Genève, dans des rôles ayant trait à la propriété intellectuelle, le droit des données perso, la cybersécurité et le droit des techs. Dans son dernier rôle chez P&G, elle était parce qu'elle vient de quitter ce rôle-là, puisqu'elle est en reconversion professionnelle, mais elle était Director and AGC Brand Legal Cop et Legal IT Operations. Elle vient de quitter Procter Gamble après près de 18 ans de maison. Elle est basée à Genève, elle est passionnée par l'IA et elle a une expérience très importante de l'utilisation des outils d'IA au service d'un service juridique d'un groupe international. Donc merci à Camille d'être parmi nous. La deuxième intervenante, c'est Laurie David-Henrique, également juriste ayant une grande expérience à l'étranger, un petit peu similairement à Camille, elle a travaillé dans un groupe pendant près de 20 ans. Elle est titulaire d'une double formation en droit international acquise en France et au Danemark. Laurie a également une carrière très internationale, ayant exercé en France pendant près de 10 ans, puis au Canada pendant 8 ans, pour The Citco Group, qui est en fait un groupe financier, et puis ensuite chez Manulife, qui est dans les assurances, puis ensuite à Ghent, en Belgique. Récemment rentrée en France, elle s'est reconvertie dans les legal ops et l'optimisation des opérations internes à un service juridique grâce justement à l'intelligence artificielle. Donc merci à Laurie d'être parmi nous. Enfin, Tony Lowe. Tony, en fait, a exercé également comme juriste d'entreprise en France avant de quitter le monde de l'entreprise il y a plus de 10 ans maintenant pour créer euh, le juriste de demain que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, puisqu'il est très présent au niveau des professions juridiques en France en particulier. Il accompagne les juristes au sens large, donc les professions juridiques, dans l'adoption et l'utilisation au quotidien des outils d'IA. Il a publié un livre blanc en 2024 qui s'appelle Nouveaux métiers, nouvelles opportunités dans l'industrie du droit. Et donc voilà, merci à Tony de nous rejoindre à cette occasion. Il apportera une perspective un peu différente en tant que professionnel de l'intelligence artificielle, mais à destination très en particulier des juristes. Donc merci à tous les trois de participer et sans plus tarder, on va effectivement embrayer sur cette conversation qui nous excite tous à l'avance. Merci encore de votre participation. Je vais commencer par une première question. On part d'IA, mais en fait, j'aimerais avoir vos points de vue respectifs sur la résonance particulière que l'IA connaît, spécifiquement pour un juriste d'entreprise. On sait très bien, on voit plein de passer de news sur l'utilisation de l'IA pour les avocats, pour différentes professionnels, mais effectivement, quand on est juriste d'entreprise, on a des problématiques très particulières à, euh, à connaître. Et donc, j'aimerais un petit peu avoir votre ressenti sur les utilisations particulières que l'IA propose à un juriste d'entreprise dans son quotidien. Camille, sur la base de ton expérience, quels sont les cas d'usage les plus courants que tu as vus en entreprise pour de l'IA, pour un juriste d'entreprise?
Alors, merci Stéphane. D'abord, je voulais juste te dire que moi j'ai eu beaucoup de chance parce que dans le cadre de la société où j'ai travaillé, on a pu avoir des outils qui étaient mis à disposition pour les employés, y compris l'organisation juridique. Donc, je peux vraiment attester d'avoir cette expérience directe et d'avoir vu aussi mon organisation que j'ai formée à euh, que je leur ai appris à utiliser ces outils. On a beaucoup parlé justement des meilleures pratiques. Donc, je peux donner des exemples qui sont un petit peu différents. Déjà, la première chose, c'est qu'il y a un petit mélange d'anxiété et d'excitation quand on parle des outils IA, parce que c'est un petit peu comme une boîte noire. Pour les juristes d'entreprise, on se dit, ben, on a tellement de choses, de connaissances en interne qui sont pas toujours organisées, ou alors on n'ose pas toujours solliciter les autres quand on pense aux troupes un petit peu moins seniors. Et l'IA, pour ça, c'est un superbe outil, mais il y a un petit peu d'appréhension. Après, dans les expériences et les expérimentations qu'on a pu faire, je dirais que dans allez, on va dire les top 3 usages, on a bien sûr tout ce qui est rédaction, donc rédaction, comparaison de documents, soit on part de quelque chose, on lance une étincelle grâce à l'outil, et je parle spécifiquement de l'IA générative, qui a été vraiment, qui a chamboulé tout le monde là-dessus et qui est devenu très accessible de ce point de vue-là. On peut partir d'une étincelle et se dire, bon, bah, fais-moi un squelette de contrat, et puis après moi, j'enrichis, ou alors à l'inverse, moi j'ai fait un truc, et je le trouve très ampoulé, est-ce que l'IA peut m'aider à simplifier ou à adapter le langage? Et ça permet d'accélérer. Donc il y a vraiment une question d'accélération. Après, je trouve que aussi détecter en fait les anomalies ou les différences entre différentes choses, ça peut être utile. Pour tout ce qui est veille juridique, ça dépend vraiment de l'outil dont on parle. Je pense que les outils plus spécialisés et vraiment encadrés vont être beaucoup plus efficaces que des outils, on va dire, grand public ou qui se veulent grand public comme les OpenAI et autres de ce monde. Après, vraiment la différence que ça a apporté pour nous, c'était ce que j'appelle le jeu de rôle, c'est-à-dire vraiment utiliser l'outil pour réfléchir, pour faire des simulations d'argumentaire, que ce soit des arguments juridiques, que ce soit des arguments en termes de négociation, parce qu'on a la possibilité maintenant avec l'IA générative de donner une personnalité, entre guillemets, de définir un personnage pour l'outil qui nous répond. Donc ça permet de dire, voilà, tu es telle personne ou tu es la partie adverse, vas-y, donne-moi des arguments contre ou alors aide-moi à réfléchir là-dessus. Et ça, je trouvais que c'était assez intéressant parce que ça permettait d'élargir le champ d'exemples et d'expertise de ce point de vue-là. Intéressant. Merci Camille. Laurie, sous l'angle des Legal Ops, hein, est-ce que tu as pu voir des automatisations particulières qui étaient clairement visibles grâce à l'IA et qui pouvaient être déployées assez rapidement dans le cadre d'une opération d'un service juridique? Est-ce que tu as pu voir? Absolument. Et alors là, tout ce qu'a décrit Camille, c'est hyper intéressant et je le valide à 200%, bien évidemment. C'est dans le rapport vraiment du juriste par rapport à son travail. Nous, dans les Legal Ops, on va aussi positionner le département juridique au sein de l'entreprise. Et donc, du coup, l'IA générative a, pour moi, un avantage hyper intéressant qui est vraiment de nous connecter au business et de nous permettre d'accélérer le business. Typiquement, l'un des cas classiques, un peu cas d'école, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas trop le cas encore, mais c'est vraiment tout ce qui est self-service, tout ce qui autorise, tout ce qui permet au business d'aller plus vite en consommant du juridique, en consommant du droit de façon sécurisée. L'un des gros problèmes qu'on voit, notamment dans les grandes équipes, c'est que bah, le business fait tout pour nous bypass, fait tout pour contourner le juridique parce qu'on va soi-disant pas assez vite. Alors qu'en fait, si on leur permet d'avoir accès à l'information que nous voulons partager, mais que nous n'avons pas le temps de partager individuellement, on peut utiliser l'IA et notamment l'IA générative pour ce faire. Donc, ça va se traduire dans un quotidien, par exemple, par un agent IA qui va répondre à tout ce qui est questions fréquentes sur bah, les sujets récurrents que peut avoir le business. Et ça évite à un avocat ou à un juriste d'avoir à répondre à 15 fois la même question pendant la semaine. Il va passer une heure ou deux à structurer une réponse la mieux possible, la plus détaillée possible
et la plus simple de compréhension possible pour le business. Et ensuite, il va donner ça à l'IA et ça va permettre de justement fluidifier et accélérer tout en sécurisant l'accès au droit par le business. Hmm, intéressant. Merci Laurie. Tony, dans ton expérience justement, puisque tu as la possibilité justement de mapper les différentes professions juridiques et leur accès à l'IA en général, quelles sont les problématiques particulières lorsque tu parles à des juristes d'entreprise que eux rencontrent, que tu ne vois pas forcément chez les autres professionnels du droit, les avocats, les notaires, les autres métiers du droit et leur relationnel à l'IA en général? Mhm. Merci beaucoup Stéphane pour la prise de parole. Merci Camille et Laurie de vos interventions. C'est vrai que c'est très complémentaire et en plus c'est très vrai. C'est quelque chose que je vois. J'ai envie de donner un autre versant aussi que vous voyez certainement. C'est celui de la résistance au changement que je vois au travers des directions de services informatiques, quoi, les DSI notamment, qui effectivement ont du mal aujourd'hui à déployer de façon sereine l'intelligence artificielle auprès des entreprises de façon générale. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une difficulté à leur niveau, à eux, de se dire, OK, on peut y aller, vous pouvez utiliser les outils et la confiance est là. Ensuite, au niveau des directions juridiques, puisqu'il y a une première étape déjà qui consiste à devoir convaincre les DSI de pouvoir effectivement utiliser les outils d'IA généralistes, puisque ce qu'ils recommandent, les DSI généralement, elles recommandent d'aller sur des outils juridiques. Mais on comprend rapidement que ben, les outils juridiques, il y a des limites qui sont plus en lien avec la nature même de l'outil et le fait que ce sont des wrappers, quoi, grosso modo. Et donc, ensuite, lorsqu'on pense à la direction juridique et aux juristes en entreprise, c'est vrai que les cas d'usage correspondent beaucoup, et ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir aussi. Je confirme vraiment ce que dit Laurie. On est vraiment dans l'opération. On est vraiment dans comment j'arrive à communiquer déjà avec les autres départements et comment j'arrive à partager mon information, la rendre accessible, fluide, disponible à n'importe quel moment. Ensuite, on a une dimension qui est optimisation de mes processus. On est très dans l'opérationnel. C'est comment donc on arrive à faciliter finalement mon travail au quotidien. Et ce qui fait que j'ai la sensation, en tout cas c'est mon ressenti, par exemple, pour comparer à des cabinets d'avocats. Cabinet d'avocats, on est très orienté sur justement l'IA juridique pure. C'est, on va aller chercher l'outil de veille, on va regarder les jurisprudences, on va regarder. C'est vraiment cette dimension-là qui est beaucoup plus mise en avant dans les cabinets d'avocats, d'où la crainte, notamment en tout cas en termes de confidentialité, qui est exacerbée à ce niveau-là. Mais sinon, c'est vrai que sur les directions juridiques et les juristes de façon générale, c'est vraiment ce que je vois de façon générale. C'est vraiment ces cas d'usage-là. C'est comment utiliser l'IA pour optimiser mon quotidien, pour faciliter mes échanges, pour donner l'information juridique de façon beaucoup plus fluide et beaucoup plus efficace. Donc, c'est vraiment ces relais de communication à travers l'IA que je vois en direction juridique. D'accord. Tony, merci beaucoup. En fait, une question me vient avec ça. En fait, même si l'IA existe depuis une vingtaine d'années, bon, l'IA existe depuis pas mal de temps, c'est vrai que récemment, avec toute la partie générative de l'IA, il y a eu un afflux de nouvelles applications, de nouvelles utilisations auxquelles on n'avait pas pensé avant qui sont arrivées. Et quand on est juriste d'entreprise et qu'on voit tout cet afflux de tellement d'éditeurs qui arrivent avec leurs solutions, etc. Comment s'y retrouver dans ce méandre d'applications dans tous les sens? En fait, on se rend compte qu'il y a certaines applications qui sont extrêmement pointues sur des points très très particuliers de l'expérience juridique, d'autres beaucoup plus larges. Je pense qu'à terme, on va arriver à de la consolidation au niveau du marché, où certains éditeurs peut-être plus gros vont offrir différentes applications à partir d'un même outil. Euh, mais en fait, moi, je me posais vraiment la question de dire comment, où commencer pour essayer justement de trouver quels sont les bons outils par rapport Mhm, aux besoins qu'on peut avoir en tant que juriste au sein d'une entreprise. Et mhm, donc, Laurie, j'avais une première question pour toi. Si on devait faire une cartographie un petit peu des besoins que des juristes d'entreprise et des solutions qui sont disponibles sur le marché, par où commencer? On commence comment? Si on imagine une équipe juridique soit d'un grand groupe international, soit toute petite et qui a besoin de l'IA justement euh, pour accéder à certaines ressources qu'elle a peut-être pas en interne, par où commencer? Où est-ce qu'on commence quand on a ce foisonnement d'applications dans tous les sens? Ouais, c'est une excellente question parce que
c'est fou le nombre d'éditeurs sur le marché. En IA générative, en tech en général, je me souviens d'avoir vu des cartographies de technologies où ça se compte par centaines. Donc, c'est complètement overwhelming, c'est complètement on se noie en fait. Donc, le point de départ, quelle que soit la taille de l'entreprise, quelle que soit la fonction ou l'équipe, c'est toujours le même. Le point de départ, c'est tes besoins. De quoi as-tu besoin? Il faut cartographier, lister, tout simplement, ce dont tu as besoin. Qu'est-ce qui va faire une différence dans ton quotidien? Parce que si tu écoutes tous les éditeurs, déjà, tu n'as pas le temps de rencontrer tout le monde, c'est juste matériellement pas possible. Et ensuite, ils sont tous très bons. Dans l'absolu, chaque tech est plutôt bonne. La question, c'est quelle est la bonne tech pour moi? Donc, tu pars de ton point de départ qui est ton besoin. Donc, ton besoin à toi personnellement, le besoin de ton équipe et le besoin de ton business. Encore une fois, on est une fonction qui sommes là pour permettre au business de se développer correctement. Donc, il faut vraiment euh, parler aux bons interlocuteurs et comprendre quels sont leurs besoins et comment nous, département juridique, on vient en soutien de ce besoin et par conséquent, quel est quel est le résultat que l'on souhaite obtenir. Et en fonction de ce cahier des charges, finalement, là, on va sur le marché et on demande tout simplement aux éditeurs de pouvoir nous démontrer dans quelle mesure ils répondent à notre cahier des charges. Alors, tu ne vas pas sur le marché et tu ne vas pas demander à une centaine d'éditeurs de te répondre. Il y a bien évidemment des personnes qui sont spécialisées pour t'aider. Et donc, tu peux tout à fait utiliser ces personnes-là ou tu as d'autres ressources auxquelles tu peux te référer, comme des cartographies dont je parlais d'outils technologiques en fonction des besoins. L'idéal, c'est quand même de se faire aider parce que ça va beaucoup plus vite. Le retour sur investissement est bien meilleur que de dépenser son propre temps de juriste pour aller faire ce type de travail. Mais encore une fois, le point de départ, c'est vraiment les besoins propres, individuels de toi, de ton équipe, de ton business. D'accord. Il existe des places de marché d'ailleurs, des places de marché sur tous les outils d'IA. Plaque de marché, en France, on en a une toute nouvelle qui est excellente par une entreprise qui s'appelle Your Legal Angel, c'est une marketplace et qui met vraiment en relation le besoin du client que le client va aller déposer directement sur la marketplace avec soit les consultants spécialisés, soit la legal tech, soit les deux d'ailleurs, qui peuvent correspondre à ce besoin. Ils font le premier tri pour le client. C'est celle que moi je connais le mieux parce que j'en ai soutenu le développement. Maintenant, je suis persuadée qu'il doit y avoir d'autres outils très, très efficaces sur le marché que je ne connais pas forcément, mais voilà, en tout cas, celui-ci est très bon. Je ne sais pas dans quelle mesure, Tony, tu proposes ça avec le juriste de demain, d'ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous proposez dans une certaine mesure ou pas? On le proposait avant, il y a 2 ans, on a arrêté de le faire parce qu'effectivement, en France, voilà, la diversité, en tout cas en termes d'outils, n'était pas aussi importante qu'elle l'est aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, on a vraiment quand même cette multitude d'outils qui sont en train de se mettre en place, de se créer, de se développer. Donc, mais on n'a pas encore décidé d'y retourner. Et puis c'est bien, il y a d'autres plateformes qui s'y mettent, donc c'est très bien, c'est très bien. D'accord. Super. Camille, j'avais une question par rapport, pour rester dans la même thématique. Ce qui regroupe les juristes au sein de ce groupe-là, c'est le fait qu'on est tous à l'étranger. On est tous dans des rôles qui sont soit purement à l'étranger, mais qui sont locaux à l'étranger, soit dans des rôles plus internationaux, qui nous amènent à devoir gérer plusieurs juridictions. Et donc, la question que j'avais pour toi, c'était quand on a une pratique qui nous amène à traverser, entre guillemets, les juridictions, à parcourir les différentes juridictions, comment utiliser l'IA, par quels critères mettre en place, utiliser pour justement choisir les bonnes solutions d'IA, sachant qu'on a peut-être besoin de faire une veille dans plusieurs pays, on a peut-être besoin d'avoir des solutions qui sont multilingues. Quels sont en fait les critères utilisés pour justement une direction internationale au niveau juridique? Avant ça, je voulais juste faire un petit point sur ce qui a été dit, c'est que quand tu as parlé de l'afflux des outils et puis que justement ça ne fait qu'amplifier, ça m'a fait penser à un petit peu l'époque où le téléphone mobile est devenu un smartphone et où tout d'un coup on a eu de plus en plus d'applications possibles pour tout faire, sauf bien sûr la vaisselle, mais ça, j'attends encore que l'IA me fasse la vaisselle, personnellement. Mais bon, euh, c'était une parenthèse juste pour dire qu'en fait, je vais faire écho à ce que disait Laurie, qui est, il faut toujours partir des besoins.
Donc effectivement, moi j'ai travaillé dans des rôles globaux, régionaux. J'ai eu la chance d'avoir quand même des thématiques où le droit est assez harmonisé. Quand on parle de propriété intellectuelle, surtout dans le droit des marques ou même droit d'auteur, copyright, les données personnelles, l'intelligence artificielle, même le digital en général, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'harmonisation, surtout dans des rôles régionaux avec tout ce que nous apporte l'Union européenne. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir une sorte de cartographie de ce qui peut se passer dans différentes juridictions si on a un projet qui va aller sur plusieurs marchés à la fois. Ça permet de, mais ça reste un petit peu, on va dire à la façon un peu César, on mesure avec le pouce. Après, si on veut des choses plus détaillées, c'est clair qu'il faut faire des vérifications en interne. Maintenant, quand on est installé dans une société depuis assez longtemps, on a un réseau interne, on a de l'expérience accumulée, donc forcément on va avoir des signaux entre guillemets pour telle et telle juridiction où on sait que de toute façon les pays nordiques vont être beaucoup plus stricts pour tel et tel sujet. Que en revanche en Italie ça va être plus souple pour ça, mais attention pas au niveau des données personnelles. Donc voilà, on arrive à naviguer et si on a vraiment besoin de points précis, c'est là qu'il faut aller faire l'étape de vérification. Après, encore une fois, ça dépend du besoin, ça dépend donc de l'outil. Si tu parles de veille juridique, aujourd'hui, il peut y avoir des outils spécialisés, en général des plateformes qui donnent accès à des articles, à des jurisprudences. Maintenant, ça y est, ils partent sur des produits IA qu'ils proposent à tout le monde maintenant. Le problème, c'est quand la couverture géographique, elle est pas impeccable. C'est-à-dire que c'est toujours par défaut quand même l'anglais au niveau de la langue. C'est un peu du balayage de juridiction. Si on veut quelque chose de plus précis, ça devient plus compliqué. Après, il peut y avoir des outils un peu plus locaux, mais dans ces cas-là, si on est la juriste française expatriée qui ne parle pas danois, ça peut être compliqué. Donc c'est là qu'on a recours à un réseau extérieur qui peut être les cabinets d'avocats, qui peut être les outils directement. Oui, parce que la tentation est grande hein, de se dire finalement, on peut utiliser l'outil IA pour avoir toutes ces réponses pour lesquelles on sollicite traditionnellement des avocats, en se disant, voilà, après tout, je cherche une réglementation dans tel domaine au Danemark ou en Nouvelle-Zélande, et je vais peut-être commencer par faire toute une partie de balisage à mon niveau avant d'aller vers l'avocat. Donc ça vient aussi redéfinir le rapport à l'avocat Tout à fait. quand on est dans des solutions comme ça. Tony, d'expérience, parce que toi, tu aides aussi du coup, les directions juridiques à faire de la veille juridique sur ces juridictions. Quelles sont les meilleures approches en termes, qu'est-ce que tu as pu voir en termes d'approche sur la veille juridique pour les directions juridiques? Alors, il y a un truc qu'on a commencé à constater et qu'on recommande systématiquement maintenant, c'est au-delà même des outils juridiques qui sont déjà disponibles sur le marché et dont se saisissent les directions juridiques aujourd'hui, mon premier réflexe, c'est prenez Perplexity et faites votre veille avec déjà, dans un premier temps. Pour deux choses. D'une part, effectivement, augmenter la veille juridique pure, mais également faire de la veille outil, tout simplement. Pourquoi Perplexity? Parce que en fait, c'est un outil qui permet vraiment, il vous ramène la source, donc c'est quelque chose de très clair, incontesté, donc il n'y a pas de souci d'hallucination ou autre. Et donc c'est vrai que en ayant cette démarche-là constante quand même et assez régulière de entre guillemets benchmarker le marché pour voir vraiment quels sont les outils dont on entend souvent, qui font écho, qui parlent et surtout qui correspondraient peut-être à notre pratique en interne déjà, ça donne des idées. Mais c'est vrai que une fois qu'on a ça, qu'on a cette liste de potentiels outils qu'on peut utiliser, on en revient à la même problématique, c'est-à-dire quels sont les besoins auxquels il faut répondre. C'est vrai que voilà, là je vais pas me répéter ce que dit Camille, ce qu'a dit Camille et Laurie, mais c'est vraiment toujours on en revient à ça. C'est quels sont les besoins qu'il faut satisfaire et pourquoi en fait le fameux why, quoi, tout simplement. Et je pense que en ayant cette liste-là déjà qui est constamment évolutive, puisque les choses évoluent quand même assez régulièrement. Et puis les signaux aussi du marché sont quand même maintenant de plus en plus parlants. C'est-à-dire que peut-être il y a 3 ans, il y a 4 ans avant l'IA générative, lorsqu'il s'agissait d'avoir des signaux d'outils efficaces, il fallait aller à la pêche, vraiment, littéralement. C'est-à-dire qu'on allait vraiment soit les utiliser tout le temps pour se rendre compte de ce qui bloque. Aujourd'hui, avec l'IA générative, quand même, on va dire que c'est vrai que ça amplifie les signaux, les gens en parlent beaucoup plus facilement, les langues se délient, et puis surtout les outils même puisqu'ils se dotent d'IA,
ils vont justement plugger de l'IA dessus, bah, du coup, ça va plus ou moins donner une indication sur bah, quelle orientation finalement l'outil va aller selon qu'on utilise qu'on wrap un Claude ou enfin, un Sonnet ou un Opus ou un GPT notamment. Donc vraiment, ça donne vraiment, on a vraiment quand même des signaux qui sont là, qui sont présents et qui aident quand même dans la prise de décision. Mais le plus important, ça reste vraiment en interne la définition des besoins. Et moi, c'est ce que je vois systématiquement. C'est vrai que on a un leadership d'une directrice juridique ou d'un directeur juridique qui est là quand même, qui se dit, OK, il faut qu'on se réunisse avec nos équipes, il faut qu'on discute, il faut qu'on voit comment travailler le sujet, parce que c'est un vrai sujet de transformation. C'est pas juste lister des outils et les implémenter, c'est vraiment faire en sorte qu'ils matchent avec les besoins en interne, mais aussi externes, à savoir avec les différents départements. D'accord. Merci Tony. Laurie, en fait, et n'hésitez pas, Camille et Tony, de réagir là-dessus, mais est-ce qu'aujourd'hui, dans ton expérience, les outils sont tous là pour tous les besoins? C'est-à-dire, d'accord, il faut cartographier ces besoins, comprendre, mais est-ce que les outils, finalement, il s'agit simplement de les trouver, ou est-ce que, il y a des outils qui n'ont pas encore été développés? Est-ce qu'il y a une tentation, même au niveau des services juridiques, parfois de se dire, plutôt que d'acheter sur le marché, vu que j'ai des besoins qui sont tellement particuliers, peut-être que développer une IA en interne qui ne soit pas une IA ouverte qui est déjà disponible sur le marché. Est-ce que certaines entreprises ont... Moi, je sais que quand j'étais dans un des groupes dans le passé, je sais que on avait regardé avec un éditeur très connu mais qui n'avait pas vraiment la solution. Alors, ça remonte maintenant, il y a eu beaucoup plus depuis de solutions qui ont été proposées, mais on s'était vraiment posé la question de se dire, on a tellement besoin de faire évoluer cet outil pour lui faire parler la langue de ce qu'on a envie de lui faire dire, que est-ce que finalement, on ne serait pas mieux à développer nous-mêmes l'outil? Alors, il faut avoir la compétence interne, etc. pour ça, mais est-ce qu'il y a cette tension quelque part entre acheter sur le marché plutôt que développer en interne une solution? Ah Bien ouais, global. complètement. Ouais, complètement et pas que pour l'IA générative hein, d'ailleurs. Moi, c'est une question que je me suis posée il y a de nombreuses années, juste pour de l'intake, si tu veux. En fait, la question, elle est plus sur, à mon sens, elle est plus sur deux, trois points. Le premier, c'est le retour sur investissement. Parce que quand tu construis, c'est le fameux buy versus build, quand tu construis, effectivement, tu auras quelque chose de plus designé pour toi, mais ça prend beaucoup plus de temps. Et tes archis internes, tes IT internes n'ont pas forcément une compétence aussi pointue que ceux qui le font tous les jours depuis 4 ans. Donc, il y a quelque chose qui est à prendre en compte en termes de retour sur investissement, temps. Retour sur investissement financier aussi, parce que ça coûte beaucoup d'argent, vu le temps passé, pour construire ce genre de choses-là. Donc, par exemple, moi, je sais que j'ai travaillé avec des équipes qui disaient, ben, nous, on va partir sur du build, on va le faire nous-mêmes, avec l'objectif de vendre le produit par la suite, pour justement avoir ce fameux retour sur investissement financier. Il y a ça. Et la troisième chose à ne pas négliger, mais qui souvent est complètement oubliée, c'est la maintenance. Tu construis quelque chose, mais ça ne se maintient pas tout seul. Donc, tu es obligé de garder des équipes dédiées à la maintenance du produit que tu as créé. Donc, il y a ces différents niveaux de retour sur investissement qui doivent valoir le coup si tu veux le créer en interne. Après, si tu es une boîte du CAC qui veut créer ton propre produit et qui après pense éventuellement à le commercialiser à tes pairs, ça peut valoir le coup. Je l'ai vu D'accord. sur des grands gestionnaires de fonds, par exemple, ça peut complètement valoir le coup. Mais il y a quand même tout ça à garder en tête. D'accord. L'alternative ou le compromis que j'ai également expérimenté au cours de ma carrière, c'est de, comme tu l'as dit, travailler avec un éditeur existant qui a déjà les reins solides, qui a déjà les équipes pour le faire, mais qui pénètre le marché. Et donc, tu peux être un peu l'un de ces bêta-testeurs. Donc, il va t'utiliser comme équipe pilote pour aller développer un produit un peu plus niche qu'il sait qu'il pourra ensuite aller vendre à un public plus large. Mais ça te permet d'utiliser la solidité de ce type d'éditeur-là tout en faisant quelque chose de très customisé pour toi parce que tu vas être l'un des premiers, si ce n'est le premier client de ce produit-là. Donc, D'accord. ça peut être Mais, différentes situations. mais donc Le buy test. et donc tu confirmes quelque part que s'il y a cette possibilité aujourd'hui d'économiser justement en allant dans des solutions qui existent déjà, qu'il y a toutes ces solutions qui sont là. Elles sont là, les solutions Alors, pour... j'ai pas encore rencontré de cas d'usage qui ne puisse pas être répondu par une solution du marché.
Cependant, ça ne veut pas dire qu'elle est immédiatement transposable dans mes opérations. Très Ouais. souvent, d'ailleurs, je ne crois pas avoir vu un seul cas où je n'ai pas eu à le faire, je vais devoir aller le travailler un petit peu pour pouvoir m'assurer que ça correspond quand même à mon modèle opérationnel et à la façon qu'ont mes équipes de travailler, parce que tu as le modèle opérationnel et après, tu as le day-to-day quand même. Donc, du coup, la réponse courte est, à ma connaissance, on peut à peu près tout trouver sur le marché, mais il faut aussi tout adapter, pardon, pour que ça corresponde à ton modèle interne. D'accord. Camille, sur la base de ton expérience, en fait, est-ce que, et connaissant les besoins très bien des juristes d'entreprise en interne, est-ce qu'il y a des tâches que tu recommandes effectivement de prohiber via l'utilisation artificielle, l'intelligence artificielle, ou est-ce que quelque part tu recommandes justement l'utilisation de l'intelligence artificielle pour certaines tâches en particulier? Alors, oui. Donc là, je vais partager à la fois l'expérience que moi j'ai et celle de l'organisation avec qui j'ai travaillé, mais aussi même des échanges avec des pairs sur le sujet dans les dernières années. Je voulais juste rappeler en fait par rapport à la question précédente que en fait c'est une réponse de juriste, ça dépend. C'est Ça me semble essentiel quand on parle de transformation d'une organisation juridique d'avoir bien sûr une stratégie, rien de nouveau ici. Et dans ce cas-là, je pense qu'il faut qu'elle soit hybride. Donc c'est à la fois, vu qu'on a beaucoup de besoins différents, à la fois identifier les outils externes qui vont remplir ces besoins. Par exemple, typiquement la veille juridique, autant confier ça à un outil extérieur. On ne va pas développer un truc en interne, ça me paraît pas logique. En revanche, peut-être qu'en interne, on peut développer ou customiser des outils sous licence. Donc, ça peut être typiquement l'outil un peu généraliste qui va nous permettre de faire tout ce que je décrivais avant, qui est rédiger, résumer, comparer, etc. Donc, un petit peu comme juste un traitement de texte sous stéroïde, on va dire, qui serait l'avancée de Microsoft Word ou autre. D'ailleurs, on a même du coup des éditeurs qui proposent de l'IA intégrée. Hein. On a tous, je pense, vu subrepticement Copilot apparaître dans notre suite Microsoft, je pense, qui a été activée automatiquement, d'ailleurs, de façon très intéressante. Après, c'est là que il peut y avoir aussi des expériences, et moi j'ai eu la chance de pouvoir faire ça, de développer soi-même des agents, les agents dont Laurie parlait. Moi j'ai pu faire ça, j'ai eu cette chance-là, vraiment hands-on, et c'était très intéressant. Il y avait un petit mélange, je me suis sentie très technicienne, c'était super chouette. Alors je vous rassure, on avait quand même un support informatique, project manager et tout. Mais c'était très intéressant de pouvoir identifier les besoins. Donc typiquement, pour ce dont Laurie a parlé au début, qui est les petites les réponses automatiques entre guillemets, c'est-à-dire les questions qui reviennent toujours, les réponses qui sont pas trop compliquées, qui ne demandent pas vraiment d'interprétation juridique, mais juste bon, disons que le business est pressé, il aime pas trop lire les 60 pages de documents qu'on a bien écrits clairement, parce que finalement c'est quand même mieux d'aller sur Teams, dire bonjour à Camille ou à Laurie ou à Tony pour poser la question. Dans ces cas-là, c'est vrai que le chatbot juridique, ça c'est une solution qui est super parce que ça permet d'avoir ces questions-réponses instantanées. Maintenant, avec l'IA générative, c'est un autre challenge parce que des fois, on va se méfier un petit peu de la réponse. Et même le business va se dire, mais est-ce qu'il ne faut pas que je fasse vérifier ça par les juristes? Donc, il faut faire attention de ne pas, en fait, finalement, se retrouver en tant que juriste à aider l'IA au lieu que l'IA nous aide. Donc ça, c'est pas mal au niveau du self-service des clients, entre guillemets. Après, comme un outil quotidien, je dirais tout ce qui est rédaction, toutes les choses en fait qu'on peut faire de façon accélérée, c'est très bien. Je déconseille de se pencher sur un domaine où en fait on ne connaît rien. Il faut absolument être en mesure d'avoir un esprit critique sur ce que nous ressort l'outil. Parce que si on le croit à première, voilà, dès la première réponse, on risque de se retrouver dans le fameux cas des hallucinations, des inexactitudes, des choses qui sont pas très claires. Et de toute façon, quand on interagit avec un outil comme ça, il faut absolument s'entraîner. Il faut un apprentissage. Il ne faut pas oublier quelques règles d'or du type si on n'a pas défini ce qui est pertinent pour nous quand on demande relève-moi les points pertinents de cet article, l'IA ne va
à déterminer la pertinence selon nos propres critères. Donc, soit dans les instructions système, on a mis quelque chose au point, soit on détaille dans les prompts, dans les instructions, parce que sinon on va se retrouver avec des choses qui sont un peu tirées au hasard sur la base des probabilités. L'autre chose, et ça c'est un petit peu le truc que j'ai appris vraiment en développant l'agence, c'est que l'IA, c'est un petit peu comme un enfant de 3 ans, ça ne comprend pas la négation. Donc quand on fait des instructions négatives, il va juste retenir les instructions et pas le côté négatif. Donc ne me donne pas, il va penser donne-moi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir fondamentalement à l'esprit, ce qui explique les hallucinations qu'on a pu voir dans la presse sur les citations jurisprudentielles complètement fantasmagoriques. Ouais. On a eu notre premier cas en France, apparemment, il n'y a pas très longtemps. Donc Après, voilà. je pense qu'avec les technologies qui évoluent, je pense que même les hallucinations vont progressivement, à mon avis, Vont se baisser, dissiper vont avec. chuter Voilà. drastiquement. Tony, Parce j'avais qu'on une question. apprend nous-mêmes. C'est pour Voilà. ça qu'on apprend. Exactement. Exactement. Tony, j'avais une question pour toi, parce que ça nous amène naturellement, et on nous reste une dizaine de minutes, parce que je voudrais donner quand même aux autres juristes la possibilité de poser des questions. Euh, Tu formes des juristes, tu organises des cohortes de formation, tu as des cohortes de juristes que tu formes. Quelles sont aujourd'hui les compétences, les soft skills, etc., qu'on doit développer lorsqu'on utilise l'IA, ou que l'IA nous amène à devoir développer? La première, c'est la curiosité. Faut être curieux. Faut être curieux, faut accepter de toucher à tout, de se poser, d'accepter en tout cas ce nouveau paradigme-là qui fait se poser des questions, en fait. Faut les accepter. Faut accepter ça. C'est-à-dire ne pas être, entre guillemets, dans le dogme absolu de se dire, bah, en fait, non, je pense mon truc et c'est fini. Non. En fait, là, on rentre dans un paradigme où, en fait, le questionnement doit être accepté. Il faut l'intégrer. Et je pense que c'est la seule façon de pouvoir vraiment se dire, OK, donc, puisque maintenant, j'accepte toutes ces interrogations-là qui me tombent dessus, ces questionnements, en fait, maintenant, je vais commencer à, en fait, me poser les bonnes questions et me dire, OK, maintenant, à partir de là, avec l'IA, comment je vais réenvisager ma façon de travailler, ma façon de penser, ma façon de, je sais pas, au-delà même de travailler au quotidien, mais même tout simplement la façon d'envisager la collaboration même avec l'IA. C'est quelque chose qu'il faut vraiment repenser littéralement et sortir un peu de, effectivement, sa zone de confort qui, ben, on le sait, nous tous, on a été formés à l'université. Ouais, justement. C'est vrai qu'on a des réflexes qui sont là, mais aujourd'hui, l'IA nous permet vraiment de réapprendre les choses, de redécouvrir les choses sous des angles qui sont complètement différents. Et c'est pas pour dire que effectivement, on va partir sur une page blanche, hein, bien au contraire. On va vraiment essayer d'absorber les choses de la façon la plus adaptée qui soit, parce que adapter est le mot. Il faut s'adapter à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc Et typiquement, justement, tu parles d'agentification. En fait, c'est des sujets qu'on doit prendre à bras le corps et on doit s'interroger sur comment effectivement travailler avec ces thématiques-là et comment faire évoluer notre pratique au quotidien. Et donc nous, c'est pour ça que nous, d'ailleurs, dans notre formation, ce qu'on dit, c'est que en fait, on apprend à avoir de nouveaux réflexes. On n'est pas là pour vous former sur des outils. Bien évidemment, on va voir les outils sur toutes les formations qu'on fait, mais on est plus là pour vous aider à adopter des nouveaux réflexes, savoir comment effectivement faut pour repenser les choses. On est surtout là pour vraiment voilà, remettre les compteurs entre guillemets en mais mode reset, on va Mais dire. est-ce que tu penses que de notre formation de juriste, est-ce que tu sens de la résistance de ce côté-là? Parce que Oui. parce qu'on est habitué, je veux dire, à avoir quelque part, je dirais pas la science infuse, mais les gens, Mhm. qu'on soit avocat et on vient vers nous pour avoir justement la réponse, Mhm. et parfois on arrive à avoir déjà des éléments de réponse séparément avant de venir vers l'avocat pour Mhm. justement challenger l'avocat. Mais même en interne, est-ce que quelque part notre formation juridique est quelque part notre meilleur allié, mais aussi notre premier obstacle quelque part, c'est qu'on a Complètement. cette... Complètement, parce que quand on interagit avec la machine, on la biaise automatiquement. C'est-à-dire qu'en fait, on vient avec notre a priori, nos postulats, nos façons de penser, et en fait, on lui pose des questions et on l'oriente dans les réponses sans le savoir. Ce qui fait que, en fait, en réalité, ce qui est important, c'est de savoir comment la machine fonctionne, en fait. La Ouais. base. C'est-à-dire, en fait, savoir comment elle réagit, comment elle interagit avec toi et comment, justement, en fait, il faut prendre le contre-pied et laisser tomber ses propres billets pour, justement, l'utiliser de la façon la plus, entre guillemets, j'ai envie de dire neutre, mais c'est pas le terme exact, mais en tout cas, il faut vraiment l'utiliser de façon très, très, consciente
on va dire, consciente vraiment du fait que ben, la machine à la base elle est là pour nous faire plaisir, quoi. Donc faut essayer C'est vrai. de sortir cette dimension-là, d'être le plus neutre possible dans l'interrogation, dans les questions, dans les prompts, dans tout, pour lui sortir en fait le maximum, parce que c'est là qu'elle va être le plus efficace. Et Oui, c'est parce là qu'on qu'on va entend, pouvoir voilà, nous-mêmes on entend nous souvent ça, challenger. c'est que l'IA va vouloir nous faire plaisir, elle va nous dire ce qu'on a envie de lui dire, d'entendre. Et donc, comment Tout à quelque fait, c'est part exactement ça. faire en sorte de challenger l'IA parce qu'on veut se challenger soi-même, Tout à fait. ça nous oblige à désapprendre des années d'apprentissage en fait de la matière en fait. C'est ça. J'ai l'habitude de dire que, en fait, quand on pose une question, faut pas aiguiller, en fait. Faut Hmm. être très limite, inviter l'IA à réfléchir. Ouais. Tiens, je vais t'inviter à réfléchir avec moi. J'ai ça comme idée. Je sais pas, c'est un truc qui me Intéressant. vient en tête. Qu'est-ce que tu en penses? Ce genre de Intéressant. choses. C'est Voilà. intéressant. Vous verrez, je pense que les membres du groupe, là, j'ai publié, là, j'ai posté, je crois, il y a 2 jours, un article que j'ai vu sur, quelqu'un avait posté sur LinkedIn, qui montrait justement que maintenant, avec des millions de supports de développement, financement de développement, via des accélérateurs comme YC en Californie et d'autres, il y a tout un pan de nouvelles solutions IA qui viennent remplacer les juristes, qui viennent carrément. Alors, est-ce que j'ai vu en France que ChatGPT était justement challengé aujourd'hui comme pratique illégale du droit? Euh, Là, ça vient de sortir. J'ai vu ça ce matin. Justement, euh, ça nous oblige clairement vraiment à nous réinventer parce que le rapport qu'on a au droit est différent. Et quelque part, nous, en tant que juristes en interne, mais comme les avocats, on a l'obligation, quelque part, je dirais presque déontologique, si ce n'est éthique, de devoir faire en sorte que la valeur ajoutée qu'on apporte nous est une valeur ajoutée qu'on ne trouve pas dans l'IA. Et quelle est justement quelle est la limite entre ce que nous on peut apporter par rapport à ce que l'IA peut apporter et justifier quelque part notre temps en interne, notre existence en interne, parfois en tant que juriste, et pour l'avocat, justifier justement d'être rémunéré pour des tâches qu'on ne peut pas obtenir, qu'on ne peut pas avoir ailleurs. C'est Donc là je aussi pense que que c'est ça challenge le modèle de facturation des cabinets d'avocats. Ah, Du ça. rate, on va passer sur du value-based. Et c'est quelque part une évolution. C'est pas un changement, un changement si, c'est un Non, changement, je suis mais d'accord, mais même en interne, Laurie, si jamais on dit maintenant, voilà, est-ce qu'on a besoin d'autant de juristes en interne, dans des grands groupes, etc., quand beaucoup de ces tâches-là peuvent être justement automatisées, etc., est-ce que je pense que c'est un vrai problème, pas que pour les avocats et leur subsistance, absolument. mais je pense que ça nous questionne tous quelque part dans notre métier de juriste. Mhm. Absolument. Et alors, là, il y a plusieurs façons. Tu peux voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ouais, L'une des façons de le voir à moitié plein, par exemple, c'est de pas forcément penser que tu vas perdre ton job, mais ça va peut-être permettre à l'entreprise de continuer à grandir sans forcément embaucher beaucoup plus, mais la nature du travail que tu vas faire va changer. Typiquement, je travaillais récemment pour une boîte en Belgique, une biotech. Elle, son objectif stratégique d'entreprise, c'était de grossir comment on dit en français, La grossir ses structure. revenus par 5 fois sans recruter 5 fois plus de personnes. Comment tu fais ça? Effectivement, tu fais ça grâce à la technologie en général et notamment en partie grâce à l'IA générative. Pourquoi? Parce que tes juristes, si on prend le cas du département juridique, là où tu en as 10, au lieu d'en avoir 50 dans 5 ans, tu en auras peut-être t'en auras peut-être que 15 ou que 20, mais la nature du travail qu'ils font est beaucoup plus stratégique et beaucoup plus à valeur ajoutée que d'aller travailler sur un NDA, que d'aller vérifier ou répondre à toutes les questions du business 15 fois par jour. c'est Donc, sûr. c'est aussi une question de qualité de travail qui change parce que l'humain restera de toute façon le lien entre les différentes fonctions de l'entreprise et le juriste ne pourra pas être remplacé dans ce qu'il crée comme soutien avec le business, dans ce qu'il apporte comme soutien avec le business. L'IA ne pourra jamais apporter ce soutien-là. L'IA pourra aider le juriste à l'apporter, mais ça restera quand même l'humain qui va faire le lien, qui va Bien conseiller sûr, bien stratégiquement sûr, en fonction des enjeux de l'entreprise. bien Donc sûr. l'IA est incroyable pour augmenter et pour faciliter la vie du juriste. À l'heure actuelle, on verra peut-être dans quelques années, hein, mais à l'heure actuelle, personnellement, je ne vois pas l'IA remplacer
le juriste. Et c'est pas non plus dans l'intérêt des cabinets d'avocats, parce que si ça remplace les jeunes collaborateurs qui arrivent chez vous, quand vous allez partir les uns et les autres en retraite, qui va vous remplacer, tu vois? Donc il y a quand même une façon aussi différente de former Oui, la bien génération sûr, qui vient. La bien sûr. génération qui vient va être plus un legal engineer qu'un juriste sorti d'école. Et Intéressant, intéressant. j'intervenais encore à la Cato, là, à Lille cette semaine. Et les étudiants en master ont tous cette dynamique de se dire comment j'utilise l'IA pour me vendre dans mon premier job sur le marché. Ils vont Hmm. tous arriver avec des compétences que nous n'avions pas quand on est sorti de la fac. Bien sûr, Et ça c'est encore une fois une façon différente de pratiquer. bien sûr. Bien sûr, non, non, mais ça, et c'est très intéressant. En fait, merci Laurie, pour les 10 minutes qui nous restent, je voudrais vraiment donner la parole aux juristes qui sont sur le call. Je vais commencer peut-être par Laurent, juste parce que j'ai vu que tu avais une question, mais Laurent, Laurent Masson, tu as une grande expérience de l'opération, justement, des grands services juridiques sur l'international. En fait, ton expérience, d'abord, est-ce que l'IA est dans toutes ces régions, parce que je ne sais plus dans quel pays, combien de pays tu gères, mais il y a beaucoup de pays, est-ce que tu sens qu'il y a des résistances régionales au sein des équipes justement pour adopter l'IA dans certains pays plutôt que d'autres? Alors nous on s'est embarqué là-dessus depuis maintenant 3 4 ans, donc et ça a un vrai impact sur les équipes, hein. C'est-à-dire, ah ouais, je vais répondre à mais ça a un véritable impact sur les équipes, c'est-à-dire on ne remplace plus des juristes qui s'en vont dans certaines positions parce que les tâches ont été automatisées. Par exemple, on utilise l'IA pour distribuer le travail. Moi, je couvre donc j'ai une équipe qui est dans 27 ou 28 pays dans le monde et on distribue le travail. Ça rentre on a une boîte email commune et c'est redispatché en fonction de plein de critères. Avant, c'était une équipe en Inde qui faisait ça. Maintenant, c'est l'IA qui redistribue le travail à travers toutes les équipes. Et donc, il y a des jobs qui ont été soit redéployés, on a redéployé des positions sur d'autres jobs, soit on a éliminé certaines positions déjà dans l'équipe SNO qu'on a au sein de l'équipe juridique. Après, on utilise l'IA, par exemple, comme outil de production. Nous, c'est pas tellement un outil qui va générer des contrats parce que 80% de nos contrats, par exemple, sont sur des papiers des clients. Mais en revanche, on a beaucoup de sous-contractants. Par exemple, on a développé des outils en interne et en interne parce que c'est plus rapide, c'est moins cher à développer. Et la barre technologie aujourd'hui de l'IA pour ce qu'on fait nous dans un service juridique est pas très haute. C'est-à-dire, j'ai entendu de la discussion autour de outils externes versus internes. On est parti, nous, avec des outils externes et maintenant, on a complètement basculé en interne parce que la barre technologique est pas très, très haute. Pour une boîte comme la nôtre, on arrive à développer les outils en interne. Par exemple, on a des outils aujourd'hui pour faire tous les flow down sur les sous-contractants parce qu'on a des milliers de sous-contractants sur nos contrats et on ne revoit plus les contrats de sous-traitance, par exemple. On ne revoit plus un seul NDA au BCG, on en voit 13 000 par an. On en avait 13 000 par an dans le monde. On revoit plus. La seule chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tout ce côté automatique, c'est pas des outils qu'on plug comme ça dans notre business. Ça nécessite souvent une adaptation de notre approche, par exemple, notre approche vers le NDA. On a dû revoir nos process pour pouvoir utiliser de façon efficace l'IA. Au début, on le faisait pas. Comme beaucoup d'outils, on les pluguait dessus et ça ne marchait pas. Il y avait une certaine, ça ne marchait pas. Donc, on s'est aperçu, on a réalisé qu'il fallait qu'on adapte certains process. La résistance des équipes, moi, je la vois plutôt dans le sens contraire. C'est-à-dire, je prends les équipes en Inde qui ont tendance à être beaucoup plus jeunes. J'ai 25 juristes en Inde. Euh, ils sont, ils sont très tournés vers l'IA. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de custom GPT qui viennent de l'Inde, par exemple. Il y a une adoption qui est beaucoup plus rapide que dans certains pays européens. Mais les gens chez nous n'ont pas le choix. C'est-à-dire il y a certaines choses qu'ils ne peuvent plus faire sans l'IA et les gens qui ne s'y mettront pas devront partir. Mais on ne recrute plus une position pour une position aujourd'hui quand on a un juriste qui part. Ça, Intéressant. c'est l'impact est déjà là, Eh hein. oui. Et oui, ça nous oblige vraiment, même dans le recrutement, à réfléchir à au type de profil Et, qu'on fait et, rentrer. et,
Et on n'est pas Microsoft, Google ou des boîtes de tech qui, à mon avis, sont bien plus en avance. On le voit dans la presse quand Microsoft se sépare de 8% de son service juridique, l'IA a une responsabilité, Mm. évidemment. Euh, Eux, ils s'en cachent pas d'ailleurs, ils se le disent. Hein. J'ai vu même ah mais tout le aujourd'hui. monde, McKinsey qui est notre concurrent, a licencié 300 personnes dans ses services administratifs ou de support, justifiés par l'IA. Personne s'en cache, hein. Ouais. Très bien, ben, merci Laurent. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le groupe? Hein. Je sais pas, j'ai vu que personne n'a levé la main, donc je ne sais pas s'il y avait des questions particulières. Non? Ok, ben non. Juste Dites-moi. une question. Bonjour Oui. Hervé Guélaï, je suis en Suisse. J'entendais parler de chatbot, etc. Ça m'amuse un petit peu c'est parce que ça me fait penser à ces forums dont je me rappelle plus le nom, du genre docteur, etc. Vous avez un phénomène où les patients maintenant ils vont chez le docteur et disent j'ai ça, j'ai déjà vérifié, j'ai ça. Et là, on dit et pour ce qui est de la réponse donnée par IA. Moi, je me considère un petit peu comme j'ai une référence de quelqu'un de mon âge, hein, du Colombo. C'est-à-dire qu'on est obligé d'interroger bien le client interne parce que, selon lui, c'est ça qui s'est passé et ça, et l'autre est pas gentil. On dit, mais en tirant les fils, en faisant la dialectique, on dit, ouais, mais en fait, il n'y a pas eu ça ou ça. Ah oui, en fait, et là, tu dis, ah oui, là, ça change. Et ça, je suis pas sûr que l'IA, pour l'instant en tout cas, dise oui, mais donner une réponse, oui. Mais comme un intervenant l'a dit, elle va vous donner la réponse qui va vous faire plaisir. Alors Hmm. que parfois, c'est notre rôle justement de donner des réponses qui font pas plaisir. Bon, On après, il y a voit des ça déjà. techniques. Il y a des techniques pour inverser les choses aussi, hein. Oui, oui, vraiment. Et Enfin, puis, Oui, je pose bah la oui. question, hein. les chatbots en question fonctionnent sur des écosystèmes fermés, c'est-à-dire qu'on lui indique où aller chercher les réponses. Donc, s'il y a des nuances à apporter, la nuance fera partie de la procédure, par exemple, dans laquelle se trouve la réponse, et l'outil, en fonction de la façon dont on configure, bien sûr, sera en mesure de donner la réponse de 99% des cas et les exceptions. Dans tel et tel cas, il faudra regarder tel et tel sujet. Donc, ça reste configurable dans des environnements clos, pardon. Si maintenant c'est effectivement des environnements ouverts, ça reste beaucoup plus difficile à contrôler et d'ailleurs aussi, il y aura plus d'hallucinations possibles. Oui, Mais pour compléter ce que disait Laurie, si aujourd'hui, par exemple, on prend GPT 5.4 qui vient de sortir, là, on a pu constater que dans le raisonnement, il adopte la posture de la prudence très rapidement, ce qui n'était pas le cas de 5.3, 5.2. Et donc, ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'effectivement, il est moins dans le oui-oui d'office. Donc voilà, donc c'est juste périodique, mais ça va changer, je pense, pour le meilleur. et en termes de business, je finis là-dessus parce que c'est quand même un peu le cœur du problème, et j'ai pas entendu qu'on en ait parlé, c'est où ça m'a échappé, ce qui est tout à fait possible aussi. C'est, on parle de ChatGPT par exemple, j'imagine qu'il y a des outils qui sont beaucoup plus spécialisés évidemment, mais à qui appartient, enfin, à quel point est-ce qu'un business peut faire confiance à une entreprise privée internationale qui régit sous le droit américain, pour dire, voilà, même en caviardant à à la Epstein, euh, des données. À quel point on se dit, ben, je délègue mes questionnements et finalement mon savoir, mon passé, mes interrogations à une nébuleuse pieuvresque. Je Ouais. me Je taquine. je donne juste un point qui est pour moi un signal fort. Aujourd'hui, YC, donc Y Combinator, dans leur dernière cohorte, ils ont à peu près 5 cabinets d'avocats qui sont AI natifs. C'est une première. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, YC sont pas trop fans de cabinets d'avocats. Mais dans Et cette AI cohorte-là, native en français, ça veut dire? en fait, le cœur de la machine, c'est de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que vous êtes sur une plateforme et vous travaillez avec l'intelligence artificielle et ça va être supervisé à quelques moments clés par les avocats. Mais idéal, mais dans 90% du job, c'est de l'IA. C'est ça que ça veut dire. D'accord, merci.
Voilà. Donc, Bon. du coup, aujourd'hui, pour moi, ça, ce sont des signaux qui sont forts, que le marché doit, en tout cas, le marché doit être attentif à ces signaux-là, parce qu'on n'est pas à l'abri demain d'avoir un software, un logiciel qui, justement, est en mesure de pouvoir répondre à peu près tous les besoins d'une direction juridique, en réalité, sur le marché. Je pense qu'on n'est pas très loin de ça. Ça va arriver bientôt. Maintenant, il faut juste être attentif. Il y a des signaux qui sont là, mais qui pourront en tout cas répondre à une bonne partie de vos interrogations, Hervé. Mes interrogations Euh, théoriques, hein. j'ai vu une autre question. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. On est obligé de Non. conclure. Donc, je vais vous remercier tous d'abord d'avoir participé. Je pense que c'est vraiment ce type de problématique qui est justement nourri de cet échange qui nous fait tous avancer. Donc, merci vraiment à tous de participer. Je vais rendre je vais mettre le lien vers l'enregistrement très rapidement, mais je voulais vous remercier. Je vais demander si ça ne vous dérange pas à Laurie et Tony et Camille de rester 2 minutes sur le call à la suite pour conclure. Mais je voulais vous remercier encore et puis on se Merci à reparle le tous. mois prochain. Merci à Merci tous. Merci à tous d'avoir beaucoup. été là. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.